Mon père s'est levé au mariage de ma sœur et a annoncé aux 150 invités, je n'ai qu'une seule fille. Cette chose qui se tient au fond? Juste une erreur que j'ai commise il y a 30 ans. Nous aurions dû te faire adopter quand nous en avions l'occasion. La salle de bal tout entière a éclaté de rire. Je leur ai souri calmement, à chacun d'entre eux, et je suis sorti sous la pluie sans un mot. Cette nuit-là, j'ai passé 3 appels téléphoniques et envoyé un courriel. 2 mois plus tard, mon téléphone a explosé avec 68 appels manqués et des messages de chaque membre de la famille. Qu'est-ce que tu nous as fait? S'il te plaît, rappelle. On t'en supplie. Je m'appelle Amélie Dubois. J'ai 30 ans et il y a un mois, mon propre père s'est levé au mariage de ma sœur cadette et m'a effacé devant 150 personnes. Je me tenais au fond de la salle de bal, derrière le trépied du vidéaste, faisant ce que je fais toujours lors des événements familiaux, rester à l'écart et prétendre que cela ne me faisait pas mal. Quand mon père a pris le micro pour son discours, j'ai eu cet espoir ridicule que peut-être, juste pour cette fois, il se souviendrait qu'il avait 2 filles. Par réflexe, j'ai ouvert l'application de mémo vocal de mon téléphone et j'ai appuyé sur enregistrer. Ce réflexe, plus que toute autre chose, est la raison pour laquelle vous entendez cette histoire maintenant. Il a tapé sur son verre avec sa fourchette. À ma fille, a-t-il dit, et mon cœur s'est réellement soulevé pendant une seconde. Puis il a ri. Je devrais dire mon unique fille. Cette femme incroyable ici présente est la fierté de ma vie. Cette chose qui se tient au fond, il a fait un geste vague dans ma direction alors que des centaines de têtes se tournaient, c'était juste une erreur que j'ai commise il y a 30 ans. Honnêtement, nous aurions dû la faire adopter quand nous en avions l'occasion. La salle de bal a éclaté de rire. Certains ont ri parce qu'ils pensaient que c'était une blague, d'autres parce que tout le monde le faisait. Quelques-uns ont détourné le regard, embarrassés. Personne ne l'a arrêté. Personne ne lui a dit de s'asseoir. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai regardé mon père droit dans les yeux, puis j'ai lentement balayé du regard les visages qui venaient d'assister à mon exécution publique et avaient décidé que c'était un divertissement. Puis je me suis retourné, je suis sorti de la salle de bal, j'ai traversé le hall et j'ai poussé les portes tournantes pour me retrouver sous une pluie froide et battante. Sur le trottoir, l'eau imprégnant ma robe, mon téléphone enregistrant toujours dans ma main. Je me suis fait une promesse. Ce serait la dernière fois qu'il se moquerait de moi sans conséquence. Cette nuit-là, j'ai passé 3 appels et envoyé un courriel qui ont tout changé. 2 mois plus tard, mon téléphone s'illuminerait de 68 appels manqués et de messages des mêmes personnes qui avaient ri, tout hurlant la même question, qu'est-ce que tu nous as fait? Avant de vous dire ce que j'ai fait, comment ces 3 appels et ce courriel ont transformé la blague de mon père en son pire cauchemar, dites-moi ceci. Quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je veux voir jusqu'où la vérité sur mon erreur de vie peut voyager. Le matin après le mariage, je me suis réveillé sur mon canapé à Lyon, portant toujours la robe ruinée, le mascara séché au coin de mes yeux, mon téléphone sur ma poitrine. La première chose que j'ai faite a été d'appuyer sur lecture sur l'enregistrement. Entendre la voix de mon père dans mes écouteurs, sans le tintement des verres et les rires polis pour l'atténuer, c'était comme recevoir une deuxième gifle. J'ai écouté jusqu'au bout, jusqu'au moment où la salle de bal a rugi et où mes talons ont claqué sur le sol en marbre alors que je sortais. Puis j'ai sauvegardé, renommé le fichier, preuve, discours de mariage, et je l'ai stocké sur le cloud chiffré que j'utilise pour le travail. Je suis consultante en cybersécurité pour des hôpitaux. Sauvegarder des données sensibles est une seconde nature. Hier, c'était des dossiers de patients et des journaux de rançongiciel. Aujourd'hui, c'était la voix de mon père me traitant d'erreur. Je m'étais raconté 1000 histoires pour survivre aux 30 dernières années. Il est de la vieille école. C'est juste son humour. Tu réagis de manière excessive. Mais en réécoutant, il n'y avait aucun moyen d'adoucir cela. Il pensait chaque mot. Et s'il était prêt à dire ça dans un micro en public, de quoi d'autre était-il capable quand personne n'enregistrait? Le premier appel que j'ai passé cette nuit-là, debout sous cette pluie, avait été au seul adulte de mon enfance qui ait jamais semblé discrètement horrifié par la façon dont j'étais traité, le frère cadet de mon père. Pour moi, il avait toujours été oncle Stéphane. Pour le reste du monde, il était Stéphane Hébert, ancien cofondateur de l'entreprise de mon père avant de prendre sa retraite dans des circonstances mystérieuses il y a 10 ans. Quand il a décroché, sa voix était endormie et inquiète. « Amélie, ça va ?
J'ai vu que la diffusion en direct a coupé, mais as-tu entendu ce qu'il a dit? Ma voix n'a pas tremblé. Elle est sortie, froide. As-tu entendu le discours? Il y eut une pause, puis une lente expiration. Ton cousin m'a envoyé l'extrait, dit-il doucement. Je l'ai regardé 3 fois. Ton père a perdu la tête. Non, dis-je, il dit enfin tout ce qu'il a toujours pensé. Je l'ai enregistré aussi. J'en ai fini de prétendre que c'est juste son sens de l'humour. Je veux savoir ce qu'il cache. Je veux savoir pourquoi il m'a toujours traité comme un problème qu'il regrette au lieu d'une fille. Une autre pause, plus longue cette fois. Amélie, il ne s'agit pas seulement de sentiments blessés, dit-il. Si tu commences à tirer les fils autour de Richard Dubois, tu ne trouveras pas que des blagues méchantes. Tu trouveras des choses que tu ne pourras pas ignorer. Alors aide-moi à les voir, dis-je. Je ne suis plus une enfant. Tu as été évincé de systèmes municipaux Dubois. Je sais que ce n'était pas aussi net qu'il l'a fait paraître. Tu sais où les cadavres sont enterrés. Tu veux vraiment faire ça, demanda-t-il. Parce qu'une fois que tu commences, il n'y a pas de retour en arrière au dîner du dimanche et au sourire forcé. J'ai pensé au rire dans la salle de bal. Nous savons tous les deux que je n'ai jamais vraiment été invité au dîner du dimanche, dis-je. Retrouve-moi demain. Dis-moi la vérité. Il soupira, et dans ce soupir, j'entendis 10 ans de ressentiment refoulé. D'accord. Midi, au restaurant de la Croix-Rousse. N'envoie cette adresse par texto à personne. Et Amélie, n'apporte pas ce téléphone que ton père paie. Après avoir raccroché avec lui, j'ai composé le 2e numéro, ma colocataire d'université, maintenant l'une des avocates en criminalité financière les plus brillantes de l'État, Laurence Bernard. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois, mais quand elle a entendu ma voix, elle a immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Que s'est-il passé, demanda-t-elle. Je lui ai envoyé le fichier audio, là, sur le trottoir, regardant la barre de téléchargement progresser sur l'écran tandis que l'eau de pluie glissait sur mon poignet. Quand ce fut terminé, j'ai dit, écoute, puis dis-moi ce que je peux faire avec ça. Le 3e appel était à mon propre téléphone professionnel. En d'autres termes, à moi-même. J'ai laissé un message vocal détaillé documentant exactement ce qui s'était passé, avec les dates, les heures et le fait que j'avais capturé un enregistrement. Ensuite, j'ai converti ce message vocal en une transcription et je l'ai stocké dans un dossier sécurisé avec le discours. Ce n'était plus seulement mon cœur qui parlait. C'était une preuve. Le courriel, c'était à une adresse générique et d'apparence ennuyeuse, intégrité@marchespublics.gouv.fr, la ligne de dénonciation anonyme du Bureau des marchés publics de l'État. Je n'ai accusé mon père de rien. Pas encore. J'ai simplement demandé ce qu'un citoyen devrait faire s'il croyait qu'un grand entrepreneur de la ville falsifiait les comptes et exerçait des représailles contre les membres de sa famille qui en savaient trop. J'ai appuyé sur envoyer à 2h17 du matin, mes doigts tremblants encore, et j'ai regardé la petite icône d'avion en papier disparaître. Le lendemain, au restaurant, oncle Stéphane s'est glissé dans la banquette en face de moi, les yeux rouges, les mains enroulées autour de son café comme s'il en avait besoin pour ne pas trembler. Pour la première fois de ma vie, il avait l'air d'avoir peur de mon père. « Tu veux vraiment savoir pourquoi il te traite comme ça ?» demanda-t-il sans préambule. « Parce que tu es la seule chose qu'il ne peut pas contrôler. Tu as choisi la cybersécurité au lieu de rejoindre son empire. Tu as refusé de signer son accord familial standard quand tu as obtenu ton diplôme, et il transfère de l'argent et des contrats au nom de ta sœur depuis des années pour te punir de ça. » Il a sorti de sa veste une liasse pliée de vieux courriels et de procès-verbaux du conseil. Il m'a écarté parce que je lui ai dit que ce qu'il faisait était illégal. Fraude, pot de vin sur des projets de travaux publics, faux rapports de sécurité. Tout ça exploserait si quelqu'un avec tes compétences et mes reçus se mettait à fouiller. J'ai fixé les papiers, tout en moi devenant très immobile. Alors, fouillons, dis-je. S'il insiste sur le fait que je suis une erreur, je vais être le genre d'erreur qui ruine son petit monde parfait. Si vous étiez à ma place, humilié devant une caméra par votre propre père, puis qu'on vous donnait la première preuve qu'il pourrait être un criminel, partiriez-vous pour protéger votre famille, ou commenceriez-vous à tirer sur tous les fils que vous pourriez trouver? Laurence n'a pas perdu de temps. L'après-midi après la rencontre au restaurant,
nous étions assises dans une salle de conférence exiguë de son cabinet, du genre sans fenêtre avec une lumière fluorescente bourdonnante qui rendait tout plus sérieux. J'avais déjà scanné les documents d'oncle Stéphane et les lui avais envoyés via un portail sécurisé. Elle les avait lus 2 fois avant même mon arrivée. D'accord, dit-elle en tapotant la pile avec un stylo. Ton père, Richard Dubois, dirige Systèmes municipaux Dubois. Ils ont des contrats publics avec la ville depuis 15 ans. Feux de circulation, intersection intelligente, système de stationnement. Ces procès-verbaux montrent qu'il a évincé son propre frère juste avant que l'entreprise ne décroche son plus gros contrat. Ceci, elle a brandi un courriel photocopié, est une menace. Signe l'accord de séparation et tais-toi sur les pratiques de facturation ou tu ne travailleras plus jamais dans cette ville. Il ne plaisantait pas, marmonna oncle Stéphane. Je suis sur liste noire pour les contrats de la ville depuis lors. Mon estomac s'est noué. J'avais grandi en entendant mon père parler de subvenir aux besoins de la famille, de toutes ces nuits tardives à faire économiser de l'argent à la ville. Maintenant, ces histoires avaient un goût de cendre. Laurence s'est tournée vers moi. Tu travailles dans la cybersécurité pour des hôpitaux, dit-elle. Tu comprends les journaux de connexion, les métadonnées, le trafic réseau. Si ton oncle a raison et que ton père pratique la double facturation ou falsifie des rapports de sécurité, il y aura des empreintes numériques partout. Sur les serveurs de messagerie, dans les brouillons de PDF, dans les historiques de version. Elle s'est penchée en avant. Mais nous faisons cela selon les règles. Pas de piratage illégal. Nous utilisons ce que tu peux obtenir légitimement par la famille, les archives publiques, et ce que ton oncle a déjà. Compris? Compris, ai-je hoché la tête. J'ai menti, juste un peu. Nous avons commencé par ce qui était public. J'ai passé des nuits après le travail à éplucher les bases de données des marchés publics de la ville, téléchargeant chaque contrat que Systèmes municipaux Dubois avait remporté au cours de la dernière décennie. J'ai recoupé les échéanciers des projets avec des articles de presse sur des retards mystérieux, des pannes inexpliquées, et où celui-ci m'a glacé le sang, le décès d'un piéton à une intersection où les nouveaux feux intelligents avaient mal fonctionné. En même temps, oncle Stéphane a demandé son propre dossier personnel et la correspondance du conseil des années avant son éviction, invoquant les protections des lanceurs d'alerte. Une partie est revenue fortement caviardée, mais Laurence savait exactement quelle barre noire signifiait que quelqu'un cachait quelque chose qu'il ne devrait pas. Sur ces conseils, j'ai déposé une demande formelle en vertu de la loi de l'État sur les archives publiques pour toutes les inspections de sécurité impliquant Systèmes municipaux Dubois. Les semaines ont passé. Mes journées étaient remplies d'audits de sécurité hospitalier et de formation des employés sur le hameçonnage. Mes nuits, de tableurs et de PDF, les marques de surligneurs jonchant ma table de cuisine. Plus je creusais, plus un schéma émergeait, des ordres de modification signés les vendredis à 16h55, doublant le coût des projets sans justification claire. Des factures pour des services de conseil payés à des sociétés écrans sans site web, tout enregistré à une boîte postale près du bureau de mon père. Des notes répétées d'ingénieurs de la ville sur la pression du fournisseur pour signer rapidement. Chaque fois que je reliais un point, j'entendais à nouveau sa voix. Cette chose au fond, juste une erreur. Un après-midi, j'ai ouvert un tableur montrant la répartition des actions de l'entreprise. C'est là que son favoritisme est devenu plus qu'émotionnel. Il est devenu financier. 5 ans auparavant, ma sœur, Hélène, avait reçu une participation de 25% dans Systèmes municipaux Dubois en reconnaissance de ses contributions au marketing et à la stratégie. Mon nom n'apparaissait nulle part. Il y avait, cependant, une signature familière sur une ligne intitulée « Renonciation aux futures prétentions sur les actifs familiaux ». La mienne. Datée de la semaine de ma remise de diplôme. Je me souvenais maintenant du document. Il l'avait appelé un « formulaire standard pour simplifier la planification successorale » et me l'avait mis sous le nez lors d'un dîner de remise de diplôme bruyant. J'avais signé sans lire, trop dépassée et désireuse d'éviter une dispute. Mes mains se sont crispées sur l'imprimé jusqu'à ce que le papier se plisse. Cette nuit-là, j'ai tout envoyé à Laurence. Il t'a manipulé pour que tu renonces à tes droits afin de pouvoir transférer des actifs à ta sœur, dit-elle au téléphone. C'est dégoûtant, mais cela peut aussi être un levier, surtout si nous pouvons montrer un schéma de coercition et de représailles. Des représailles comme m'humilier publiquement pour s'assurer que je ne le défie jamais, dis-je. Exactement, répondit-elle. Nous avons établi une chronologie.
Ma remise de diplôme, la renonciation, le départ forcé d'oncle Stéphane, le grand contrat de la ville, les feux défectueux, le discours de mariage. La frontière entre la blague familiale et l'arme est devenue douloureusement claire. 2 semaines après le début de notre enquête approfondie, j'ai reçu un courriel de la boîte de réception de l'intégrité des marchés publics que j'avais contacté après le mariage. Ce n'était pas une réponse automatique cette fois. C'était d'une personne réelle, un agent de conformité nommé Marc Danton, me demandant si je serais disposé à parler confidentiellement des irrégularités potentielles impliquant systèmes municipaux du bois. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. C'était ça. Le moment où mon humiliation familiale privée, en apparence mesquine, entrait en collision avec la loi réelle. J'ai transféré le courriel à Laurence. Elle a appelé en quelques minutes. Si tu leur parles, Amélie, cela cesse d'être juste un fantasme de vengeance, dit-elle. Cela devient une affaire de dénonciation. Es-tu prête pour ça? Pour les assignations à comparaître, pour les audiences, pour que ta famille sache que c'était toi. J'ai pensé à mon père levant son verre, à la salle qui éclatait de rire. J'ai pensé à ma mère détournant le regard au lieu d'intervenir, à ma sœur riant avec les autres pour ne pas gâcher l'ambiance de son mariage. Il a décidé de faire de moi la méchante de son histoire il y a longtemps, dis-je. Si je dois être la méchante, autant que je sois celle qui dit la vérité. J'ai accepté la réunion. Nous l'avons programmée pour 3 semaines plus tard afin de donner à Laurence le temps de se préparer. Pendant ces 3 semaines, l'atmosphère dans la maison de mes parents, où je louais encore techniquement le petit appartement mansardé, est passée de glacial à paranoïaque. Mon père a commencé à verrouiller son bureau à domicile. Ma mère sursautait chaque fois que le téléphone fixe sonnait. Les conversations chuchotées mouraient à la seconde où j'entrais dans la cuisine. Ils savaient que je préparais quelque chose. Ils ne savaient pas encore quoi, mais ils allaient bientôt le découvrir. Si vous découvriez que l'argent de votre famille et votre propre effacement étaient construits sur des mansailles et des documents truqués, préserveriez-vous la paix, ou risqueriez-vous de tout faire exploser pour traîner ces secrets au grand jour? S'il y a une chose que le travail en cybersécurité vous apprend, c'est à quel point les gens sont négligents avec leurs mots de passe. Mon père ne faisait pas exception. Il y a des années, quand je l'ai aidé à configurer son premier téléphone intelligent, il a insisté pour utiliser le même mot de passe simple qu'il avait toujours utilisé. Je l'ai supplié de le changer. Il a refusé. Personne n'est intéressé par les courriels d'un vieil homme, avait-il raillé. Il n'était pas mon client, alors j'ai laissé tomber. Maintenant, assise dans mon grenier avec la lueur de mon ordinateur portable sur mon visage et l'enregistrement du mariage dans mes écouteurs, j'ai ouvert une fenêtre de navigation privée et j'ai tapé l'adresse de messagerie web de Systèmes municipaux du bois. J'ai hésité. L'avertissement de Laurence de rester, dans les règles, résonnait dans ma tête. Mais je me suis souvenu de la renonciation que j'avais signée à 22 ans, de la façon dont il avait utilisé ma confiance comme une arme. Il n'avait jamais suivi les règles lorsqu'il s'agissait de me contrôler. Pourquoi devais-je encore jouer gentiment? J'ai entré son adresse professionnelle et l'ancien mot de passe paresseux. La boîte de réception s'est chargée. Des centaines de messages, négociations de contrats, blagues transférées, quelques mémos à tout le personnel où il félicitait ma brillante fille Hélène pour une présentation. Rien sur ça, fille erreur, bien sûr. Je n'ai pas fouiné pour le plaisir. J'ai configuré une règle simple et silencieuse. Tout courriel qu'il envoyait ou recevait avec certains mots-clés, audit, inspection, ordre de modification, mon nom serait automatiquement transféré vers un nouveau compte chiffré que j'avais créé sous un pseudonyme aléatoire. Puis je me suis déconnecté. S'il se faisait un jour pirater, il n'y aurait aucune trace évidente remontant à moi. En quelques jours, les courriels transférés ont commencé à arriver. Un fil de discussion avec un ingénieur de la ville qui rechignait à signer en avance. Mon père répondant, « Nous nous sommes occupés de votre superviseur. Ne vous inquiétez pas. » Un échange avec un banquier sur le transfert de ce dernier morceau dans le trust de HD avant la fin de l'année. HD ne pouvait être que Hélène Dubois. Et puis, un jeudi, un courriel est apparu avec un objet qui m'a donné la chair de poule, dîner de famille samedi. Il ne m'était pas adressé directement. Il était de mon père à ma mère et à ma sœur. Nous devons remettre Amélie dans le rang avant qu'elle ne fasse quelque chose de stupide, avait-il écrit. Restons calmes. Faisons comme si nous voulions l'écouter. J'aurai les papiers prêts.
Ma mère a répondu, es-tu sûr que ça va marcher? Ma sœur, c'est mon premier week-end de retour de lune de miel, papa. On peut ne pas en faire une guerre? Mon père, c'est déjà une guerre. Elle ne connaît juste pas les règles. Samedi, 19h. Ce restaurant qu'elle aime. Elle viendra si tu l'invites. Je ne savais pas de quel papier il parlait, mais je savais que je n'allais pas tomber dans une embuscade sans préparation. Quand ma mère a frappé à la porte de mon grenier ce soir-là et m'a demandé de sa voix prudente et cassante si je voulais avoir un bon dîner de famille pour apaiser les tensions, j'ai souri. Bien sûr, ai-je dit. J'adorerais ça. Samedi, je suis arrivé au restaurant avec 10 minutes d'avance, une petite clé USB dans mon sac à main et une transcription imprimée du discours de mariage plié en deux. L'hôtesse m'a conduite à une salle privée à l'arrière. Mes parents et ma sœur étaient déjà assis. Trois paires d'yeux se sont tournés vers moi avec des nuances variées de culpabilité, d'agacement et de peur. Amélie, dit mon père en se levant juste assez pour avoir l'air d'avoir des manières. Tu es présentable. Tu ressembles exactement à un homme qui ne devrait pas réutiliser ses mots de passe, pensais-je. Mais je me suis simplement assise. Après quelques minutes de faux bavardage, il en est venu au fait. Il a fait glisser une enveloppe Kraft sur la table. Je t'ai demandé de venir parce que je m'inquiète pour toi, dit-il de sa voix de père inquiet. Tu es émotif depuis le mariage, tu dis des choses à la famille élargie qui pourraient nuire à notre réputation. J'aimerais que nous allions tous de l'avant. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un accord de non-divulgation, un accord très agressif. Il disait en gros que je ne parlerais jamais, en aucune circonstance, négativement de lui, de son entreprise ou des affaires familiales internes, sous peine d'être poursuivi pour tout ce que je possédais. En échange, il m'offrait un chèque d'un montant insultant et une réduction temporaire de loyer pour le grenier. Il voulait acheter mon silence à bas prix. Alors, si je comprends bien, dis-je calmement. Tu m'humilies en public, tu me traites d'erreur devant un micro, et ta solution est que je signe un document légal promettant de ne jamais en parler. Il s'est agité sur son siège. C'était une blague, dit-il. Les gens savaient que je ne le pensais pas. Tu fais toute une histoire pour rien. Vraiment? J'ai sorti la transcription pliée de mon sac et je l'ai fait glisser sur la table. Parce que c'est, mot pour mot, ce que tu as dit. Mon téléphone l'a enregistré. Le vidéaste aussi. Je l'ai sauvegardé de 6 manières différentes. Et je l'ai déjà partagé avec un avocat et un agent des marchés publics de l'État qui pensent tous deux que cela montre un schéma d'abus psychologique et de représailles. Ma mère a eu un hoquet. Ma sœur m'a regardé comme si elle ne m'avait jamais vu. Le visage de mon père est passé du rose à un rouge profond et dangereux. Tu as fait quoi? Demanda-t-il. Je n'ai pas bronché. Tu as transféré des actifs au nom de Hélène, écarté ton frère, fait pression sur des fonctionnaires de la ville et utilisé mon existence comme une blague, dis-je. Tu as fait 3 erreurs, papa. La première a été de sous-estimer à quel point je suis attentive. La deuxième a été de supposer que je ne me défendrai jamais. Et la troisième, j'ai sorti la petite clé USB de mon sac et je l'ai posée sur la table, a été de laisser une trace. Il n'y a pas touché. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Demanda-t-il d'une voix tendue. Assez, dis-je. Assez de courriels, assez de contrats, assez d'accords parallèles. Assez pour que des gens très sérieux s'intéressent de très près à la façon dont Systèmes Municipaux du Bois fait des affaires. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du bruit du restaurant à l'extérieur. Finalement, ma sœur a parlé, sa voix fine. Tu vas nous détruire, murmura-t-elle. Tu vas détruire tout ce qu'il a construit. Je l'ai regardé. Il m'a déjà détruite, dis-je. J'en ai juste fini de prétendre que je le mérite. Je me suis levé, laissant l'accord de non-divulgation intact. Vous m'avez invité ici pour me remettre dans le rang, dis-je. Considérez ceci comme mon avis officiel que je suis sorti du rang pour de bon. Alors que je sortais du restaurant, la voix de mon père m'a suivi. Amélie, n'ose pas faire quelque chose que tu ne peux pas défaire. Je n'ai pas regardé en arrière. Tu aurais dû y penser avant de saisir le micro, ai-je crié par-dessus mon épaule. Si votre famille vous asseyait, vous souriez et faisiez glisser un accord de non-divulgation sur la table pour vous faire taire, signeriez-vous pour la paix, ou partiriez-vous en les laissant avoir peur de ce que vous pourriez faire ensuite?
Les retombées du dîner de famille ont été rapides. Mon père a complètement cessé de me parler. Les textos de ma mère se sont transformés en messages laconiques et neutres sur le courrier et les factures. Mais c'est ma sœur, Hélène, qui m'a surprise. 2 jours après le dîner, elle a appelé. On peut parler, a-t-elle demandé d'une petite voix. Nous nous sommes rencontrés, non pas dans un café comme dans un film cliché, mais à la salle d'escalade où j'allais habituellement pour me vider la tête. En semaine, c'était presque vide. Nous nous sommes assis sur les tapis de réception sous un mur de prises de couleurs vives tandis qu'une playlist pop fredonnait en arrière-plan. Hélène avait l'air déplacée dans ses leggings de créateur et ses baskets impeccables. « Tu as choisi un champ de bataille intéressant », dit-elle en levant les yeux vers le mur. « Tu as choisi un moment opportun pour te souvenir que j'existe », ai-je répondu. Elle a grincé des dents. « D'accord, je le mérite. » Pendant un moment, nous sommes restés assises là. 2 femmes qui partageaient de l'ADN et presque rien d'autre. Hélène était tout ce dont mes parents se vantaient, raffinée, agréable, la directrice marketing parfaite pour l'entreprise de mon père. J'étais celle qui cassait des choses pour gagner sa vie et disait aux gens où leur sécurité laissait à désirer. Je ne savais pas qu'il allait dire ça au mariage, lâcha-t-elle. Je ne l'aurais pas laissé faire. Tu as ri, dis-je. Tu m'as regardé droit dans les yeux et tu as ri. Elle a rougi. J'ai paniqué. D'accord ? Tout le monde me regardait. C'était ma nuit de noces, et il était ivre. Et j'ai pensé que si je faisais comme si c'était une blague, peut-être que ce ne serait pas si horrible. Et ça a marché, ai-je demandé. Est-ce que c'est moins horrible maintenant ? Elle a dégluti difficilement. Non. Un silence. Mais Amélie, allez voir des avocats, parlez au bureau de l'État. Tu vas trop loin. J'ai sorti une impression de mon sac, pas du discours de mon père cette fois, mais du registre des actionnaires que j'avais trouvé. J'ai tapoté la ligne avec ses initiales. Il t'a donné un quart de l'entreprise, dis-je. Pendant ce temps, il m'a piégé pour que je renonce à mes droits en appelant ça de la paperasse standard. Tu veux parler d'aller trop loin. Elle a fixé le papier, son visage perdant toute couleur. Je ne savais pas ça, a-t-elle murmuré. Il m'a dit que l'entreprise ne t'intéressait pas. Que tu avais dit que tu ne voulais rien de lui. J'ai dit que je ne voulais pas être son employé, ai-je corrigé. Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas d'un père. Elle a levé les yeux vers moi, les siens brillants. Il a payé mon mariage, dit-elle. Il a payé mes études supérieures. Quand je n'ai pas eu cette première promotion, il a créé un poste pour moi. Je pensais qu'il était juste encourageant. Il achetait ta loyauté, dis-je doucement. Et il me punissait de ne pas être docile. Elle a enlacé ses bras autour d'elle-même. Et maintenant, demanda-t-elle. Tu brûles tout et tu appelles ça la justice ? Je ne veux pas que tu sois à la rue, Hélène, dis-je. Je ne veux pas que tu sois punie pour des choses que tu ne savais pas. Mais j'en ai fini de le laisser faire du mal aux gens et se cacher derrière la famille. La ville mérite de savoir si ces systèmes ne sont pas sûrs. Ses employés méritent de savoir pourquoi leur oncle a disparu. Et je mérite de ne pas être traité d'erreur par l'homme qui m'a créé. C'est toujours notre père, dit-elle, désespérée. C'est le seul que nous ayons. Non, dis-je doucement. C'est le seul père que nous partageons par le sang. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes restés en silence un moment, écoutant quelqu'un tomber d'une voie et atterrir sur le tapis avec un bruit sourd. Finalement, Hélène a repris la parole. Si tu vas jusqu'au bout, dit-elle, il s'en prendra à toi. Légalement, émotionnellement, tout ce qu'il pourra. Il dira que tu es instable. Il dira à tout le monde que c'est parce que tu es jalouse de moi. Il dit ça depuis toute ma vie, dis-je. La différence, c'est que cette fois, j'ai des preuves. Elle a hoché lentement la tête, puis s'est levée. Je ne peux pas t'aider, dit-elle. Pas ouvertement. Je lui dois trop. Il peut ruiner ma carrière. Elle a hésité. Mais maman cache des choses aussi. Des relevés bancaires, des lettres de la ville. Elle les garde dans un tiroir verrouillé de son bureau au bâtiment du district. Si tu veux savoir à quel point c'est profond, c'est là que je chercherai. Je l'ai dévisagé. Pourquoi tu me dis ça si tu n'es pas de mon côté ?
Elle a esquissé un petit sourire triste. Je n'ai pas dit que je n'étais pas de ton côté, dit-elle. J'ai dit que je ne pouvais pas donner l'impression de l'être. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai réalisé que l'enfant prodige n'était pas aussi aveugle que je l'avais pensé, simplement plus empêtré. Si votre frère ou sœur vous disait qu'il ne pouvait pas vous soutenir en public mais vous donnait discrètement la clé du secret suivant, le détesteriez-vous pour sa lâcheté ou y verriez-vous le seul courage qu'il peut se permettre? Ma mère, Lydie Dubois, avait passé sa carrière dans l'éducation. Au moment où tout cela s'est produit, elle était surintendante adjointe du district scolaire, raffinée, diplomate et très douée pour prétendre que les problèmes n'existaient pas si les reconnaître risquait de faire des vagues. Son bureau était au 3e étage d'un bâtiment administratif fade près du centre-ville. J'y étais allé quelques fois pour déposer des déjeuners oubliés quand j'étais adolescente. Je n'y étais jamais allé pour la confronter en tant qu'adulte. J'ai appelé et demandé si nous pouvions parler. Je suis occupée, dit-elle automatiquement, puis elle soupira. Passe à 16 heures. Nous aurons quelques minutes avant ma préparation pour le conseil. À 16 heures précises, je suis passé devant la réceptionniste, j'ai pris l'ascenseur et j'ai longé le couloir bordé d'œuvres d'art d'élèves et d'affiches de motivation. La porte de ma mère était entr'ouverte. J'ai frappé et je suis entré. Elle paraissait plus petite derrière le grand bureau qu'à la maison. Son masque professionnel s'est légèrement fissuré quand elle m'a vu. Amélie, dit-elle, ce n'est pas le bon moment. Il n'y a jamais de bon moment pour admettre que ton mari pourrait être un criminel, dis-je en fermant la porte derrière moi. Autant commencer tout de suite. Ses yeux ont lancé des éclairs. Surveille tonton, lança-t-elle. Puis, plus doucement, que veux-tu? Je me suis assise sans y être invitée. J'ai parlé à Hélène, dis-je. Elle m'a dit que tu gardes des documents financiers dans un tiroir verrouillé. Des relevés, des lettres de la ville, des choses que tu ne veux pas que papa sache que tu as encore. La main de ma mère a tressailli vers le tiroir si vite que c'en était presque drôle. Elle n'avait pas le droit. Tu n'avais pas le droit de rester là à ce mariage et de le laisser me traiter d'erreur, les jeux interrompus. Tu n'avais pas le droit de l'aider à cacher de l'argent et à évincer des gens et à prétendre que tu ne savais pas parce que ça maintenait la maison agréable et les vacances payées. Elle s'est affalée, le combat s'écoulant de ses épaules. Pour la première fois, elle avait l'air fatiguée, vieille. Tu ne comprends pas la position dans laquelle je suis, dit-elle. Il contrôle tout. La maison, les comptes de retraite, tes frais de scolarité, ceux de Hélène. Si je le pousse trop, il menace de nous couper les vivres, de partir et de tout prendre. Sais-tu ce que c'est de construire toute ta vie autour de quelqu'un qui peut te ruiner d'une seule signature? Sais-tu ce que c'est de grandir dans cette maison, ai-je rétorqué. D'apprendre que l'amour est conditionnel et que l'humiliation n'est que de la plaisanterie? De te regarder détourner le regard chaque fois qu'il allait trop loin. Un silence a pesé entre nous pendant un long moment. Puis ma mère a murmuré, ouvre le tiroir. J'ai marqué une pause. Quoi? Ouvre-le, répéta-t-elle d'une voix plate. Si tu dois tout détruire, autant que tu vois tout le gâchis. J'ai contourné le bureau. Elle a déverrouillé le tiroir avec une petite clé en argent et l'a ouvert. À l'intérieur se trouvaient des dossiers soigneusement étiquetés, refinancement maison 2018, fonds universitaires, systèmes municipaux du bois, divers. J'ai sorti le dernier. À l'intérieur se trouvaient des copies de lettres du bureau des marchés publics de la ville soulevant de sérieuses questions sur des divergences de facturation. Un avis d'avertissement concernant une suspension potentielle des futurs contrats si les problèmes n'étaient pas résolus. Une note manuscrite de l'écriture inimitable de mon père, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. En dessous, des relevés bancaires montrant d'importants transferts de comptes d'entreprise vers un trust au nom de ma sœur, et des retraits de ce qui était censé être un fonds universitaire à mon nom. Les dates correspondaient à des urgences familiales majeures dont je me souvenais vaguement, des voyages soudains, des réparations mystérieuses, en espèces uniquement. Il a puisé dans l'argent de mon éducation pour combler les trous de sa fraude, dis-je, abasourdi. Tu as co-signé ça? La signature de ma mère se trouvait à côté de celle de mon père sur plusieurs documents. Il a dit qu'on le remettrait, a-t-elle murmuré. Il a dit que c'était temporaire. Et tu as eu ta bourse pour la cybersécurité, alors j'ai pensé. Sa voix s'est éteinte. C'était plus facile de ne pas penser du tout. J'ai tourné la page au dos du dossier et je me suis figé. Là, agrafé à une lettre de la ville,
se trouvait une copie de ma propre renonciation, celle que j'avais signée à ma remise de diplôme. La note jointe de mon père à ma mère disait, une fois que c'est signé, elle est hors jeu légalement. Concentre-toi sur la participation de H. Elle est l'avenir. Ma mère avait l'air d'être sur le point de vomir. Je n'avais pas vu cette note avant, a-t-elle murmuré. Il ne m'a pas tout montré. Mais tu en as vu assez, dis-je doucement. Assez pour savoir que tu le choisissais lui plutôt que moi. Les larmes ont rempli ses yeux, mais elle les a essuyées avec colère. Tu crois que j'avais de vrais choix, Amélie, demanda-t-elle. Je l'ai épousée à 22 ans. Je n'ai pas fini mon diplôme avant que tu sois au collège. Il contrôlait l'argent, l'hypothèque, les retraites. Si je partais, où étais-je censé aller? Comment étais-je censé m'occuper de toi? Tu étais censé l'empêcher de me démolir chaque fois qu'il s'ennuyait, dis-je. Tu étais censé tracer une ligne quelque part. Même si tu ne pouvais pas partir, tu aurais pu dire, pas mon enfant. Au lieu de ça, tu as enfermé les preuves dans un tiroir et prié pour qu'elles disparaissent. Elle s'est affaissée. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Demanda-t-elle en désignant le dossier dans mes mains. J'ai déjà une réunion avec l'agent de conformité de l'État, dis-je. Et Laurence pense qu'il y a un dossier solide de dénonciation. Ce dossier vient de le renforcer. Ma mère a fixé la fenêtre derrière moi, le regard vide. Il va tout perdre, dit-elle. Les contrats, l'entreprise, peut-être même sa liberté. Il aurait dû y penser avant de décider que les lois étaient pour les autres, ai-je répondu. Et avant de décider que sa fille était jetable. Elle a dégluti. Si je te donne ma propre déclaration, dit-elle lentement, si j'admets ce que j'ai vu, peut-être que ça montrera que je coopère. Peut-être qu'ils seront plus indulgents avec moi. Peut-être, dis-je. Je ne peux rien promettre. Mais ça montrera la vérité, qu'il n'a pas seulement fait des erreurs. Il a fait des choix, encore et encore. Pour la première fois, ma mère m'a regardé directement, vraiment regardé, comme si elle voyait l'adulte que j'étais devenu au lieu de l'enfant qu'elle avait échoué à protéger. Je suis tellement désolée, Amélie, dit-elle, la voix brisée. Désolée n'est pas une machine à remonter le temps, ai-je répondu. Mais si tu le penses vraiment, tu le confirmeras par écrit. Cette nuit-là, dans mon grenier, j'ai ajouté les documents de ma mère au dossier numérique croissant et j'ai tapé un résumé de ce qu'elle m'avait dit. Chaque frappe de touche ressemblait à un clou de plus planté dans le cercueil de la vie que nous avions prétendu être normale. Si vous découvriez que votre parent avait détourné le regard de votre douleur pendant des années parce que c'était plus facile que de perdre son style de vie, et qu'il voulait maintenant votre aide pour se sauver, fermeriez-vous le tiroir et partiriez-vous? Ou utiliseriez-vous ce qu'il vous a donné pour enfin forcer la vérité à éclater au grand jour? 2 mois après que mon père se soit levé au mariage de ma sœur et m'ait traité d'erreur, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer sur mon bureau. C'était un mardi. J'étais au milieu d'une formation de sensibilisation au hameçonnage à l'hôpital quand mon sac a commencé à glisser sur le sol à cause des vibrations constantes. Pendant la pause, j'ai vérifié l'écran. Des dizaines d'appels manqués de maman, papa, Hélène et de parents à qui je parlais à peine. Notre conversation de groupe familial était en feu. Les messages défilaient. Qu'est-ce que tu nous as fait? Il gèle les comptes. Appelle ton père maintenant. Une alerte d'actualité est apparue, la ville suspend les contrats avec Systèmes municipaux du Bois dans l'attente d'une enquête pour fraude. Il y avait une photo de mon père en costume, la mâchoire serrée, se dirigeant vers le bureau du procureur de la République. La discrète réunion de dénonciation que j'avais eue des semaines plus tôt, avec Laurence à mes côtés et Marc Danton en face de moi, était maintenant une tempête à part entière. Je leur avais tout donné, les courriels, les contrats, les schémas de facturation, les lettres de sécurité, les relevés bancaires, les documents de mon oncle, les dossiers de ma mère, la renonciation et l'enregistrement du mariage. Ils n'avaient pas promis de résultat. Ils avaient simplement dit, nous allons enquêter. Clairement, ils l'avaient fait. Dans la cage d'escalier, j'ai écouté les messages vocaux. Le message de mon père est venu en premier, furieux. Ils ont perquisitionné le bureau, pris les serveurs. La banque a gelé nos comptes. Tu as détruit ta propre famille parce que tu ne pouvais pas supporter une blague. Supprimé. Celui de ma mère était en larmes, me suppliant de dire aux enquêteurs que je l'avais forcé à ouvrir ce tiroir.
La voix de Hélène tremblait alors qu'elle parlait du trust gelé, de la compte pour son appartement, des journalistes qui appelaient son bureau. Je sais que tu leur as parlé. S'il te plaît, rappelle-moi. J'ai besoin de comprendre. Je me suis contenté de tenir le téléphone et de respirer. C'était le prix à payer pour avoir tiré sur tous les fils. Mon père a demandé une réunion par l'intermédiaire de son avocat. Nous nous sommes retrouvés dans une petite salle de conférence au cabinet de son avocat, lui et son avocat d'un côté, moi et Laurence de l'autre. Il avait l'air plus vieux, les bords de sa confiance s'effritaient. « C'est toi qui as fait ça, dit-il. Tu as transformé un désaccord familial en une affaire criminelle. » J'ai rencontré son regard. « Il ne s'agit pas de sentiments blessés, dis-je. Il s'agit de fraude, de corruption, de faux rapports de sécurité et d'utiliser la famille comme couverture. » Le discours a juste rendu plus facile pour moi d'arrêter de prétendre. Il a essayé de me culpabiliser avec la situation de ma mère, le trust gelé de ma sœur, l'entreprise qui s'effondrait. Dans chaque histoire que je raconterai, tu seras la fille ingrate qui nous a trahis, dit-il. J'ai haussé les épaules. Tu racontes une version tordue de moi depuis toute ma vie. La différence maintenant, c'est que j'ai ma propre histoire et des preuves. Finalement, il a accepté un accord de plaidoyer. Les accusations étaient graves, fraude, corruption, falsification de rapports de sécurité. Il est quand même allé en prison, juste pour moins d'années qu'il n'aurait pu en avoir. Systèmes municipaux du Bois a perdu ses contrats avec la ville. Oncle Stéphane a négocié pour racheter une petite partie saine de l'entreprise sous une surveillance stricte. Ma mère a coopéré pleinement, a évité les accusations, mais a dû démissionner discrètement de son poste au district scolaire et déménager dans un endroit plus petit. Elle a commencé une thérapie, essayant enfin de comprendre pourquoi elle avait détourné le regard pendant si longtemps. Hélène a perdu l'appartement et une bonne partie de son filet de sécurité financier. Pendant des mois, elle ne parlait que par l'intermédiaire d'avocats. Puis un jour, elle est entrée dans ma salle d'escalade en vieux t-shirt et chaussons de location. « J'ai lu les rapports, dit-elle. Tous. Tu avais raison. » Je n'avais pas besoin d'avoir raison, ai-je répondu. J'avais besoin d'être cru. Ce n'était pas le pardon, mais c'était plus que le silence dans lequel j'avais grandi. J'ai quitté le grenier pour un petit appartement avec trop de lumière et pas de fantômes. J'ai gardé mon travail en cybersécurité à l'hôpital mais j'ai commencé à aider des lanceurs d'alerte à sécuriser leurs preuves numériques à côté. L'enregistrement du mariage est devenu un court extrait dans une formation sur la façon dont l'abus émotionnel et la criminalité financière vivent souvent sous le même toit. Je ne passe pas son discours en entier. Il ne mérite pas ce genre de place dans ma vie. Les gens me demandent parfois si je le regrette, si je reviendrai en arrière et me tairai pour garder la famille unie. Voici la vérité, ma famille n'a jamais été unie. Elle était maintenue en place par la peur, le favoritisme et l'argent. Lancer l'alerte n'a pas brisé quelque chose d'entier. Cela a fait voler en éclats une illusion. Le sang faisait de nous des parents. Le respect est ce qui aurait pu faire de nous une famille, et cela